Portez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine où on va parler du Stade Toulousain, sans oublier la question du jour, le débat où nous allons parler du tournoi des 6 nations qui s'est terminé ce week-end et qui a vu le Pays de Galles remporter le tournoi. Enfin, nous recevrons David Toupé qui disputera les Jeux Olympiques 2021 en para-badminton. Avec nous ce soir, Vincent Avellana. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Marek Keta, bonsoir Marek. Bonsoir Jean. Mehdi Guillonneau, bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Et Maxime Brossard, bonsoir Maxime. Salut. Cette émission est fantastique, bonsoir messieurs, c'est-à-dire qu'on a, Bon, au moment timing, là. où Coraline, qu'on salue, lance le jingle, dans le studio il n'y a ni Marek, ni Vincent. Non mais il faut préciser une chose, c'est qu'on savait que Vincent allait sûrement arriver ric-rac, Oui, et sauf que Marek Keta, ça fait 1 heure qu'il est là, ça fait 1 heure qu'il a les fesses vissées dans la chaise, et là on sait pas pourquoi il s'est levé à 2 minutes de Il s'est l'antenne. levé à 59. C'est pas possible quoi. Allez, Ouais, il aime bien les sports extrêmes, ce gars. Ouais, c'est pour ça. Une langue pressante, écoutez. la nuque va mieux, Marek. Ouais, ça m'a un peu décomplexé là. Non, ouais, je me suis bloqué hier pour raconter à nos auditeurs. Mais ça va mieux. J'ai pris un peu de. C'est vrai de la chaleur. Les un bombes peu, du là, tigre. Ouais, les bombes du tigre, ça marche très bien. Et vous Vincent, vous rendez hommage à Lucas Serdic, vous arrivez en retard. Je tiens à préciser Il que tout à apprend l'heure, vite. il me semble, quand je suis rentré, Ouais, le jingle ouais. n'avait pas commencé. Si. Ah si, C'était pile poil. Je demande la VAR, s'il vous plaît. Coraline, il était... bonjour Coraline, Romain, Bonsoir. Kevin, il était bien... J'ai lancé le jingle, il ouvrait la porte. Merci Ouais, beaucoup. oui, donc c'est J'adore la section paloise, merci. C'est validé. donc c'est pas validé. Il y a quelque chose qui est validé, Ouais. c'est le 12-7 que le Nord mène contre le Sud. Ah oui, c'est vrai qu'on fait un match de gagne-terrain, ouais, c'est vrai. Et je mène 12-7 en rugby Il reste match contre retour. deux sudistes, enfin un espagnol qu'on salue, et Troy. Il arrive joueur. Et dites pas ça, malheureux. Et on a beaucoup de fatigue pour tout dire aux auditeurs à ma droite avec Mehdi. Ouais. Comment c'est passé? On peut le dire à l'antenne? Oui, c'est rien de... De quoi? Votre déménagement, Ouais, c'est bien pas passé terminé, oui, mais bon, C'est bien passé. il y a de la pression, c'est pas terminé, Les ça couteaux viendra. suisses, hein, Mehdi. Non mais le pire c'est que en fait, tout à l'heure j'aurais pu voir la question du jour et j'avais les yeux je pense rivés dessus, mais C'est je vrai. suis tellement à l'ouest que je n'ai rien vu. Comme quoi on regarde quelque chose sans regarder. C'est ça, On voit exactement. sans regarder. pour Peut-être reprendre une qu'inconsciemment phrase de ça me Omar Sy. reviendra, hein. Ah, Et- Un peu comme le résultat la semaine dernière de basket. Ouais. C'est ça. Mais bon, ouais. Donc ça va. Oui, on va s'y mettre là, c'est bon. On va s'y mettre plein là. gaz. On va s'y mettre nous aussi, on peut passer au coup de cœur et au coup de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. Il y a beaucoup de coups de cœur. Je crois qu'il n'y a que des coups de cœur. À condition que le vôtre, Maxime, soit un coup de cœur. Hein. C'est plus Vous avez dit quoi? Un coup de batte pour la reprise Un coup de poing, ouais, c'est un truc de hooligan. de la MLB. On va parler Ouais. de baseball. Ah bah écoutez, allez c'est parti, donc j'attaque. Je vais essayer de faire assez rapidement. Alors avant de vous parler de baseball, je vous parle rapidement du UFC. Je vous donne le C'est vrai, résultat il y a l'UFC. du combat que j'avais annoncé la semaine dernière pour la ceinture des poids lourds de l'UFC. Donc, et c'est Francis Ngannou qui a battu Stipe Miocic par KO au 2e round. Voilà, magnifique, hein. Vraiment incroyable ce combat, d'une rare violence, j'ai envie de dire. C'était assez impressionnant. Et donc la magnifique histoire de Francis Ngannou, hein, voilà, qui était arrivé, qui a traversé l'Afrique pour arriver jusqu'en France, qui était SDF, qui est maintenant sur le toit du monde dans la catégorie poids lourd. Voilà, c'est vraiment la belle histoire de ce week-end. Et donc là, j'enchaîne rapidement avec le baseball. Ça commence ce jeudi, donc la Major League Baseball. J'essaye un peu de vous parler des sports américains. Donc ça commence le 1er avril, ouais, c'était pas une blague. On enlève le format à l'ancienne, c'est-à-dire qui avait été raccourci, le format de la saison passée. On repasse sur un format plus traditionnel qui va nous amener jusqu'au 3 octobre. Et alors, quand les sportifs foot ou rugby se plaignent du nombre de matchs, écoutez bien ça. Les footballeurs se plaignent pas, c'est les rugbymen qui jouent un match par ils disent semaine quand et même, ils ont trop mal. Ils jouent 10 minutes de moins et un match par semaine. Arrêtez Jean, parce qu'au comparer. foot quand même, il y a quand même beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent. Je sais. Et là, alors là, il y a 162 matchs par équipe. Pardon? 162 matchs par équipe. Oui, tous les jours.
Ouais, mais c'est du baseball, il court pas, il oui, batte, mais bon, voilà, je vous le dis quand même, 162 matchs par équipe, c'est pour ça que c'était un peu la stat qui fait. C'est incroyable. Mais mentalement, ça va être dur. Ouais, c'est assez long et encore après les 162 matchs, vous passez en phase finale. Donc c'est pas fini, ouais. Quelques questions rapides avant ceux qui sont à pointer avant ce début de saison. Alors la première, bien sûr, c'est est-ce que les Dodgers qui ont battu les Rays de Tampa Bay l'année dernière en finale vont-ils faire le doublé ? Il faut savoir qu'ils n'avaient pas gagné le titre depuis 1988, donc affaire à suivre, on va voir. Après, je vous présente la franchise à suivre, ce sera les Padres de San Diego. Voilà, c'est l'équipe la plus talentueuse et la plus agréable à voir jouer en fait. C'est une équipe en fait qui typiquement se pose pas de questions, c'est le jeu avant tout. Ils ont des superstars, notamment Fernando Tatis qui est la nouvelle idole du baseball. Ils ont aussi recruté un joueur des Rays justement qui avait été en finale l'an dernier, qui est un des meilleurs lanceurs de la ligue, qui s'appelle Blake Snell. Voilà, donc c'est vraiment l'équipe à suivre si vous voulez découvrir le baseball et le beau baseball, suivez cette équipe. Le joueur à suivre rapidement, c'est le MVP. Alors voilà, il s'appelle Mike Trout, si je traduis en français ça fait pas très sexiste, il s'appellerait Michel Truite. Ouais, ça fait vendeur chez Pacific Pêche un peu, mais non, c'est quand même une superstar. Ouais, ça fait. Il a 30 ans cette année, alors tenez-vous bien. C'est un poisson dans l'eau. Oui, c'est un poisson dans l'eau, effectivement. Tenez-vous bien, c'est assez incroyable pour un MVP. Il a été MVP donc 2014-2016. Il a été plusieurs fois deuxième à ce trophée. C'est vraiment le meilleur joueur de la ligue. C'est la superstar du baseball aux États-Unis, mais il n'a jamais gagné la Major League Baseball et il n'a participé aux playoffs qu'une seule fois dans sa carrière et ils se sont fait sortir au premier tour. C'est le cousin de Mehdi Guillaume. Donc pour vous dire, voilà, c'est quand même quand j'en dis que le baseball est un sport d'équipe, c'est pas pour rien. Et alors pêle-mêle rapidement en 2 secondes, oui. Les Yankees donc qui sont la franchise mythique dont tout le monde se promène un peu avec la casquette, vous savez, Annie, là, mais c'est les Yankees, voilà. Ils n'ont pas atteint donc la finale eux depuis 2009, donc c'est une éternité pour eux, donc ils sont très impatients. Et un petit mot aussi sur une autre franchise mythique qui sont les Red Sox de Boston, qui sont en totale reconstruction. Et pour les amateurs de basket, dans la reconstruction, vous pouvez inclure LeBron James, le Kings, qui a investi de l'argent, qui fait partie maintenant du conseil d'administration. On lui souhaite la même réussite qu'avec Liverpool FC. Il avait fait avec Liverpool, il avait mis des billes dedans et depuis on voit le succès que ça a donné. Il ne veut pas faire ça au TFC. Et bien écoutez, peut-être qu'un jour il viendra au TFC. En attendant, le on baseball, le salue puisqu'il nous écoute. Ça reprend donc le 1er avril et ce sera justement il y aura les Yankees de New York contre les Blue Jays de Toronto à 19h05 sur beIN Sport. Voilà. Bah comme ça nous sommes complets. En plus ça passe bien évidemment sur les chaînes françaises payantes malheureusement pour le plus grand nombre, mais au moins ça passe en France. Quelque chose qui est passé en France, on en a parlé sur le JT de TF1, sur le JT de France 2, à Stade 2 hier sur France 3, on en avait parlé la semaine dernière dans Sportez-vous bien. Le record du monde d'apnée dynamique a été battu, Mariquetta, on en parle un petit peu, après on parle football. Exactement, par Arthur Guérin-Boéry. Alors il a été battu, en fait il a été établi puisque c'est la première fois que quelqu'un nage sous la glace sur une distance de 120 mètres. Donc voilà, le record a été établi à 120 mètres. Il ne s'agit pas donc de battre un temps, mais bien d'une distance. Donc voilà, Arthur Guérin-Boéry qui portait une combinaison, voilà, parce qu'il y a plusieurs disciplines. L'an prochain, par exemple, il va se lancer le défi. En slip de bain, c'est ça ? En slip de bain, en maillot de bain, en slip de bain. J'ai travaillé le sujet, ça c'est génial. Et c'est pour ça que je vous adore, c'est-à-dire qu'à chaque fois, une fois tous les 15 jours, il y a un sport que personne ne connaît. Un peu original, ouais. Autour de la table, en 30 secondes, qui vous voyez, vous commencez un peu à nous connaître, qui vous voyez battre ce record ? Si quelqu'un s'entraîne bien, qui vous voyez ? C'est dur, parce que Maxime est quand même le plus sportif. On est d'accord, moi je pensais lui aussi. Mais après je suis nul dans l'eau, je suis une catastrophe. Ouais, après, c'est un caillou dans l'eau. Ouais, c'est vrai en plus. Je sais pas quelle qualité il faut avoir pour être un apnéiste. Est-ce qu'avoir une bonne foulée c'est important ? Oui, mais voilà. Mais je vois Brossard quand même. J'ai fait de la natation, mais malheureusement avec les poumons que j'ai en ce moment, c'est compliqué. Il battra le record en centimètres, c'est-à-dire 12 centimètres. Je mets même pas l'orteil dans l'eau sous la glace. La performance, c'était 20 cm de glace. Au moins 30 cm de glace. Par contre, j'ai vu par rapport à la semaine dernière, s'il veut remonter, comment on fait. On a vu les images et je vous invite à aller voir vous les trouvez sur internet. Il s'est tout câblé. Il est tout tenu en câble, etc. C'est ça. Et il y a des points étapes, si vous voulez, disons tous les 20 mètres, des nageurs qui sont dans l'eau en combinaison. Au cas où il y a un problème, ils guettent donc l'arrivée du nageur qui parcourt la distance pour le secourir en cas de problème. Il y a eu un autre exploit totalement différent ce week-end. Je continue de vous donner la parole, Marc. C'est les Comores en football. On avait reçu il y a 2 ans le sélectionneur dans cette émission. Et on va en parler. Et ils se sont qualifiés, les Comores, pour la CAN, la première
Coupe d'Afrique des Nations, l'équivalent de l'Euro en France. Exactement. Pour donner un ordre d'idée, les Comores, c'est la taille du pays du Luxembourg. C'est-à-dire que c'est plus petit que Paris. Oui. C'est un tout petit archipel de 4 îles, dont Mayotte, bien que Mayotte soit désormais un département français, mais c'est tout petit, voilà. Donc dans l'océan Indien, en face du Mozambique, si je ne dis pas de bêtises, au nord de la Réunion. Et voilà, cette qualification qui a fait figure d'événement la semaine dernière. Un match nul au Togo aura suffi à qualifier cette équipe des Comores, invaincue avec 5 matchs, dont 3 matchs nuls et 2 victoires. Et dans ce groupe G, donc composé également de l'Égypte et du Kenya quand même, hein, donc belle performance, voilà, des joueurs comoriens. Il y avait le Togo aussi, non ? Il y avait le Togo, voilà, donc ils ont fait match nul contre le Togo. Qui est pas génial depuis certaines années, depuis leur qualification en 2006. Ils avaient été dans la poule de l'équipe de France en 2006. En tout cas, cette qualification, elle est due à un homme, vous l'avez dit, Jean, Amir Abdou, qu'on avait reçu le 17 décembre 2018. À l'époque, on se battait. Voilà, c'est la gourde, désolé. À l'époque, les Comores qui essayaient de se qualifier pour la CAN déjà. Et avec le recul, excusez-moi, on peut le dire, il s'était fait voler par le Cameroun sur une histoire d'organisation. Exactement, comme quoi le Cameroun était censé organiser la prochaine CAN, donc normalement il devait sortir des phases de qualification et par conséquent les Comores 3e devaient être qualifiés d'office. C'est ça. Un imbroglio a fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que c'était les Comores, j'ai pas peur de le dire. Bon, voilà. En Afrique, on sait que Amir Abdou nous l'avait expliqué. Il y a beaucoup de magouilles et voilà, ça on le sait aussi. Il y aura un ancien Toulousain quand même qui jouait pas forcément, mais Ali Hamada. Voilà. Ali Hamada formé pas au TFC directement, il est arrivé de 7, quoi qu'aussi, il a dû passer au centre de formation un moment lui. C'est ça, et en tout cas Amir Abdou qui a vraiment créé une vraie équipe, un vrai collectif. Il est allé à la recherche de tous les binationaux et il a constitué un groupe vraiment intéressant avec des joueurs professionnels comme Ben Mohamed qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, Bachirou à Nottingham Forest en Championship en Angleterre, et chez nous c'est Youssouf Mchangama qui est 30 ans, qui joue à l'En-Avant Guingamp en Ligue 2. En Ligue 2. Voilà, et qui est le joueur le plus capé d'ailleurs de cette sélection comorienne avec 38 sélections. Voilà. Leur ascension, en fait, elle a commencé en 2015 et depuis, ils ont eu de belles performances, des nuls contre l'Égypte, des victoires contre le Togo. Aujourd'hui, ils en sont là. Et nous, pourquoi pas une qualification en Coupe du Monde, voilà, histoire d'avoir un France-Comores. Non, mais on peut se poser la question et aussi on peut se demander si en Europe on aura peut-être des petites nations. On a vu l'équipe de France. Il y a la Macédoine qui dispute l'Euro par exemple. Voilà, et grâce à la Ligue des Nations. Ces cas de figure très bonne génération à Macédoine. Oui, il avait fait des Euro Espoirs alors que nous n'étions pas qualifiés. Et la Macédoine, là-bas, la mayonnaise, elle a pris. Merci Jean. L'émission est finie, merci. À la prochaine. Mehdi Guillonneau, on va parler de MotoGP. Ça a repris, comme la Formule 1 ce week-end, et Zarco, le Français, a fini deuxième, et ça c'est bien. Ouais, il y avait du vent au Qatar, comme dans le studio, puisque la porte est ouverte. Merci Vincent. Du retard, une gourde qui tombe, la porte qui s'ouvre, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Mehdi. Non, mais oui, le Grand Prix du Qatar, on en avait parlé de la reprise du MotoGP et de la Formule 1 et là on va parler du MotoGP parce que c'est là où ça s'est le mieux passé pour les Français et notamment pour Johann Zarco qui faisait son premier Grand Prix sur la Ducati Pramac. Il est parti de la grille 5e et il a réussi à finir sur le podium 2e en étant d'une extrême régularité. C'était assez impressionnant, c'est-à-dire que pendant toute la course tous les pilotes qu'il avait autour de lui, Quartararo, Viñales, Miller qui est aussi chez Ducati, tous se sont doublés, redoublés, enfin voilà. Sauf que lui, il est toujours resté 2, 3e suite au départ et voilà, il a tenu la distance. C'est une belle performance, beaucoup mieux que Quartararo qui a fini 5e après être parti 2e sur la grille. Alors lui, il a fait un départ canon. Alors en milieu de course, il s'est complètement écroulé. Puis sur la fin, il est revenu dans le match et il a réussi à finir 5e. Donc bon, c'est bien pour nos Français et pour la suite. Et je voulais juste signaler quelque chose pour Johann Zarco, quelque chose qui nous a impressionné. Il a battu le record de vitesse dans la plus longue ligne droite de la saison, 362 km/h sur le guidon d'une moto. C'est plus rapide que la plupart des Formule 1, sauf que c'est sur une moto, quoi. On est complètement à l'extérieur, c'est assez fou. Les vibrations, tenir le guidon, c'est extraordinaire. Donc voilà, il a battu ce record-là aussi. Il faut dire qu'avec les Ducati, elles ont un moteur en ligne droite. C'est assez impressionnant. Comme vous l'avez dit, faut quand même avoir envie. Faut sincèrement, et désolé du temps. Voilà,
une version polie de ce que j'allais dire, faut être complètement Ah, malade. après, ils sont surprotégés, mais ils jouent pratiquement Enfin, de leur est-ce vie que- à chaque est-ce qu'à tour, 300 les motards. Il y a les combinaisons, ils apprennent à tomber, Ouais. on mais le là, voit. Les À airbags, 362 km/h. non, c'est- Non, là, c'est en comme ligne quand- droite à 362 km/h. C'est comme quand tu tombes un chips par terre, quoi, le machin il s'éclate. C'est un petit peu ça. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est une belle image. Retour dans 3 semaines, pareil comme la Formule 1. Non, la semaine prochaine à Doha. Semaine prochaine, Doha. Aussi donc, au Qatar, Doha. Donc, exactement. voilà, il reste pour la bulle sanitaire, voilà, comme ça il reste là-bas, et je Exactement, on compte reste sur- tous au même endroit et on espère que les Français seront même tous les deux sur le podium parce que c'est largement envisageable. Il y a un Français qui a frôlé le podium. Ah ça. Il a fini 4ème, c'est Victor Pérez en golf dans les championnats du monde de 1 contre 1 en tête-à-tête de golf. Expliquez-nous, mais un Français, Victor Pérez, a fait l'une des meilleures performances depuis Dubuisson de Oui. mémoire. C'est ça. Et il est arrivé en demi-finale des championnats du monde. Il a perdu la petite finale malheureusement en terminant 4ème. C'est ça. Vincent donc, Avellana. C'était les championnats du monde de match play à Austin. Alors le match play c'est du 1 contre 1 tout simplement. Il y a 18 trous sur un match. Il suffit à chaque trou, il y a un gagnant ou il y a un match nul. Et à la fin des 18 trous, on compte le nombre de points qu'il y a, tout simplement. Tu sais, s'ils faisaient ça tout le temps au golf, on Ouais, comprend c'est mieux. vrai. Ah, hein. c'est Comme un au format, mini-golf, là, là. c'est Ouais, vrai, c'est C'est clair. ça, Ouais. justement c'est un format Ouais. qui est très intéressant, c'est un format où justement on n'a pas les mêmes sportifs qui ressortent gagnants car il faut gérer le stress. Au final c'est clairement un mode de jeu où on peut jouer avec les nerfs de son adversaire, on peut partir sur des approches volontairement plus proches d'un drapeau, comme ça l'autre est obligé de prendre des risques et se planter tout simplement. Donc il y a vraiment des coups de pression qui existent aussi, quand par exemple les deux balles sont vraiment proches du drapeau. On est courtois, on donne le point et on en reste là. Donc on leur dit ok, pour moi tu vas la rentrer au prochain coup, donc ça sert à rien de le jouer, passons au trou suivant. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est vraiment un dispositif différent. On avait les 64 meilleurs mondiaux qui étaient donc divisés en 16 groupes de 4, donc tout le monde s'affrontait. C'était donc le mercredi et le jeudi. Les 16 premiers de chaque, donc les 16 premiers étaient qualifiés pour les huitièmes de finale. On avait les huitièmes de finale, les quarts de finale le jeudi, vendredi, vendredi, samedi pardon. Et donc demi-finale et finale le dimanche. Victor Pérez a fait un sacré parcours puisqu'il est sorti premier de son groupe. Justement, c'est 31e mondial, donc il n'est pas parti des favoris, mais tous les favoris ont volé un éclat. Le meilleur classé en demi-finale, je crois que c'était le 30e mondial justement, qui est le vainqueur, qui est Billy Horschel, qui est celui qui a éliminé Victor Pérez en 30e demi-finale. mondial, champion du monde, c'est beau. Donc voilà, là aussi on voit le format particulier. Le dimanche était très compliqué pour Victor Pérez, il a joué contre le vent tout le long. Vraiment, Ils perdent beaucoup. il perd beaucoup, je crois qu'il perd à 3 coups de la fin Ouais. en demi, et en finale il fait déjà un triple bogey dès le début, donc ça l'a mis un peu hors course aussi. Et c'est vraiment le vent qui a coûté parce qu'il avait son point fort sur cette semaine-là, c'était vraiment son putt, donc c'est vraiment les coups de près. Triple boogie, putt, c'est des pas de danse. Pas de ces deux près là, c'est quand tu utilises le C'est de putter. près, c'est vraiment quand on est dans les derniers mètres. Il a raté un putt de 7 mètres, ce qui est très rare aussi. Pas mal. C'est une belle perf qui est aussi il y en a une autre à souligner, c'est notre Français Rosner donc il y avait 2 Français qui participaient. Il n'est pas sorti des poules, mais il a quand même battu Deschambault dans le groupe qui est un des meilleurs golfeurs sur l'année 2021. Et comme ça, on est complet. Ça fait un moment qu'on parle de golf et j'avais dit on va essayer de l'avoir. Alors la semaine prochaine, on va avoir Boris Rotermund qu'on avait déjà reçu, qui est détenu adjoint à la baseball, Fédération française de baseball. Mais on va essayer d'avoir du golf là. En plus, il devrait rentrer en Europe là maintenant. Enfin, Là, on est sur les grosses compétitions sur la Floride et le Texas sur les 2-3 prochaines semaines. Il y a le Master qui devrait arriver bientôt. Vous savez, on a une interview tout à l'heure qui a été enregistrée. On était à Dubaï, faisable, donc ouais. partir en Floride, ça va, c'est faisable. On sait faire avec Coraline Je et veux avec bien aller sur Maxime, place pour l'interview si c'est payé par Sportez-vous Ah bien, ouais. bien sûr. Prenez la crème on- solaire, genre, on- parce qu'avec votre peau de franc-comtois là, vous allez brûler. Quoi. Enfin, on va pas aller là-bas. On fera ça par téléphone, ça c'est bien. On peut passer au zoom de la semaine. Le zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On avait parlé sur un match qui s'est disputé hier. On avait parlé sur les qualifications de la Coupe du Monde de football en 2022 au Qatar. On avait parlé sur Kazakhstan-France. Maxime Brossard. 4-1 pour la France, un but des Kazakhs sur coup franc. Coraline. 4-0 pour la France. Comme moi. 4-0. Mehdi. 3-0. Lucas. 1-3. Romain. 0-3. Kevin. 5-1. Et Marek. Manita pour les Bleus, 5-0. Résultat 2-0 pour l'équipe de On France. était bon. Hein. Il y a Lucas Ouais, qui a Lucas, gagné. Lucas, Lucas a le début Mais d'écart. la plante de Marek est assez fou. Manita, bah, Vous avez coupé, Allez, tac. vous avez coupé mon prono parce que je m'avais mis 0-2. Ah bon? Je l'ai pas entendu à l'audio. C'est vrai?
Je vais voir si j'arrive à Ah l'arnaquer. d'accord. Mais non, vous étiez pas là. Voilà. Tout passe, hein, c'est magnifique. Mais par contre, je vois que j'ai mis Maxime. Ouais, vous avez dit inverser. j'ai- Ouais, j'ai- vous avez- un c'est peu- pas grave. De toute façon, vu qu'on n'a pas gagné, c'est Lucas qui a gagné. Bah oui, donc, c'est Vincent 1-4, Passé, Maxime. ouais. C'est Lucas qui a gagné. Donc. J'ai Non, craqué- j'ai passer craqué au ballon complet. par rond là, c'est pas grave. Voilà, on va passer au Voilà. vrai sport, c'est ça. Enfin, un match qui aura un peu plus d'enjeux que celui d'hier. C'est vous, avec vous, Kevin Carrière. On va parler de rugby, retour de la Coupe d'Europe, les 8e de finale, ce samedi à 16h sur beIN Sport 1 entre le Munster et le Stade Toulousain. Ouais, exactement, une Coupe d'Europe particulière qui a commencé avec 2 poules de 12, perturbées par le Covid, le variant anglais qui a été interrompu en janvier dernier et mis fin directement à la phase de poule après seulement 2 matchs et encore pas pour tout le monde. Donc le PCR a changé le fonctionnement, mettant en place directement des 8e de finale entre les 8 meilleures équipes de chaque poule. Les équipes qui ont remporté leurs 2 matchs de poule sans avoir été affectées par le Covid-19, donc pas de match gagné sur tapis vert, recevaient à domicile les 8e de finale. Le Stade Toulousain donc jouera à l'extérieur puisqu'ils ont gagné sur tapis vert face à Exeter et ils iront donc au Munster, pas le meilleur des tirages, donc face à la province irlandaise, vainqueur à 2 reprises de la compétition et surtout dans son nom de Thomond Park. Et il faut remonter à la campagne de Champions Cup de 2017 pour voir une défaite du Munster chez eux, et c'était les Saracens qui étaient venus s'imposer 26-10, et en quart finale de cette même année, le Munster s'était imposé 41-16 face au Stade Toulousain. Et les Munstermen qui se sont inclinés ce week-end Oui, en Pro 14 face au Leinster, en finale. 16-6 en finale, ouais, exactement. Et donc pour le Stade Toulousain qui affrontera le Munster, ce sera le premier match avec ses internationaux depuis le 23 janvier. Durant cette période de doublon, il y a eu l'exploit à Marcel de Flandre face au Stade Rochelet. Mais dernièrement, la défaite face à Montpellier, 11e de top 14, où le Stade Toulousain s'est incliné 16-29. Donc pas la meilleure des préparations avant ce choc des 8e de finale. Et à noter que les quarts de finale auront lieu le week-end suivant et que le vainqueur de ce match se déplacera chez le vainqueur du match entre les London Wasps Ouais. et Clermont. Oui, donc on va dire qu'il y a un quart de finale potentiel abordable, parce que bon, le Stade Toulousain bat toujours Clermont si Clermont passe. Ouais. Maxime, il y a le Munster et le Stade Toulousain ont perdu ce week-end. Ouais. J'ai envie de dire, c'est entre pas- guillemets, Pas avantage à... contre les mêmes adversaires. Voilà, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est pas le même avantage, truc, quoi. avantage à qui, entre guillemets? Parce que justement, c'est un adversaire plus faible sur le Ouais. papier pour le Stade Toulousain. Par contre, en termes comment dire, de tristesse sur la défaite, il y en a peut-être plus du côté c'est-à-dire, je du pense Munster. qu'il faut pas se baser sur les matchs de ce week-end en fait, puisque c'est pareil, ils n'avaient pas récupéré tous les internationaux de chaque côté. C'était des équipes un peu mixtes, on va dire. Là, honnêtement, le Munster, ils vont retrouver des forces, le Stade Toulousain aussi, donc je pense que ça rebat un peu les cartes. Je viens de regarder la météo, j'ai vu qu'il faisait beau à Limerick ce week-end, donc je pense que ça va avantager le Stade Toulousain. Ça, par contre, c'est très important, parce que s'il avait plu, j'aurais pas donné le Stade vainqueur, mais là, honnêtement, je pense que allez, quand ils reviennent, en plus, généralement, ils mettent pas trop de temps à retrouver leurs automatismes, puisque, bon, quand on sait le gros contingent de joueurs toulousains qui est en équipe de France, je veux dire que, bon, quand ils vont les aligner, c'est pareil, quoi. Ils vont retrouver rapidement les sensations, et voilà, donc je pense pas que ça va tant impacter que ça le jeu du Stade Toulousain. Et on verra donc samedi à 16h sur beIN Sport si le Stade Toulousain passera en quart de finale. On rappelle le Stade Toulousain, co-détenteur du plus grand nombre de victoires en Coupe d'Europe. Il y aura 6 étoiles sur le maillot, 2 pour le Munster, 4 pour le Stade Toulousain. C'est quand même un gros match. On va passer bien évidemment au pronostic. Je commence avec vous, Coraline, je vous surprends, j'aime bien. Munster, Stade Toulousain, Coraline. Victoire du Stade 28-24. Alors 24-28. Maxime. Moi, je vais vous dire victoire du Stade 15-21. 15-21. Moi, je vais donner un 23-18 pour le Stade Toulousain. Mehdi. 26-19, du coup dans le bon sens là, c'est donc pour le Ah oui. Munster. Oula, mais pas match nul là cette fois. Ah mais non, on peut pas y avoir. Malheureusement, il faut un vainqueur. Oui, mais match nul sur les 80 Tir au minutes but. et après Tir tir au au but. but. Oh, alors là. Vincent. 23-30. Romain. 16-20. 16-20. Kevin. 10-19. Oula, c'est optimiste tout Score à ça. Les l'ancienne. 0-0 en foot, les 10-19 en rugby. Et Marek pour terminer. 28-32. 28. Voilà. Ah bah voilà, Ah, les là essais, moi je là. suis d'accord avec Marek. On peut passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Une question et 4 minutes pour y répondre. Elle est très simple. Qui est Ahmed Hassan? Je sais, mais je sais plus. Ahmed Hassan. Un homme. Football. C'est un homme. Bravo. C'est sur du foot. C'est sur du foot. Un entraîneur Non. Ça Enfin, il est avoir un peut-être lien entraîneur peut-être avec aujourd'hui, la mais, qualification des Comores. Ouais, ça a à voir Non, avec du les tout. Comores. C'est un Égyptien. il Alors a- oui, ça a un lien indirect parce qu'ils étaient dans la poule. Mais C'est un non. Égyptien. Le recordman C'est un de buts en Coupe d'Afrique des Nations. Non.
C'était le capitaine de l'Égypte qui a gagné je sais plus combien de cannes d'affilée. Ah sûrement, mais c'était un record. C'est un record personnel. C'est le recordman de sélection dans son équipe quoi. Donc, du foot africain, de tout le le foot africain. capé de la sélection, capé mondial. De quoi? C'est le plus capé de la CAN, du foot africain. C'est le plus capé de la sélection. Oui. De la sélection 184 sélections. Et Cristiano va essayer de le battre. En gros, c'est ça il y a Sergio Ramos qui est avant. Ah ouais, Alors pourquoi cette question? Car en cette semaine internationale, il y a quelques records qui sont tombés. Tout d'abord avec l'équipe de France de football, avec Antoine Griezmann qui a battu le record de Patrick Vieira sur le plus grand nombre de matchs consécutifs en bleu. Il est passé à 45 hier. Il y a la Croatie où le Ballon d'Or 2018, Luka Modric est devenu le plus capé de la sélection croate avec 135 sélections. Il y a la Belgique avec Romelu Lukaku qui a marqué son 59e but à 27 ans. C'est le plus jeune à atteindre ce nombre depuis Gerd Müller en 73. Et enfin la Serbie où Aleksandar Mitrovic est devenu le meilleur buteur de la Serbie avec 39 buts. Je me suis dit, il y a beaucoup de records, on va essayer d'en chercher un. Alors, il y a Ahmed Hassan qui a 184 sélections. Il y a derrière un joueur du Koweït, un joueur d'Oman et un joueur de l'Espagne qui sont pas à la retraite. Il y a Sergio Ramos qui peut quand même. Sergio Ramos c'est à 179. Donc on est d'accord que il y a Sergio Ramos à la fin de l'été, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que le Koweït le joueur du Koweït est à 181, mais il reste 3 matchs, mais il ne va pas disputer la CAN ou les trucs à la fin, donc c'est pas possible. C'est dans la zone Asie. Enfin, la zone Asie, pardon. Il n'y aura pas la CAN. Il y aura pas la CAN. Et la Coupe d'Asie, pardon. Pareil pour le joueur d'Oman qui est à 180. Par contre, il y a Sergio Ramos qui est à 179. Il y a que 3 Européens. Il y a Sergio Ramos qui est en 4e position, qui risque de très vite. Chiellini ou Bonucci par là aussi? Eh ben non, un autre Italien, Gianluigi Buffon, qui est 8e de ce classement avec 176 sélections. Et il y a Cristiano Ronaldo, bien évidemment, qui est 10e. Le premier français, Lilian Thuram, avec 142 sélections, il est seulement 49e de ce classement. C'est énorme. 142. Alors 142 c'est énorme. Il y a Hugo Lloris qui est arrivé à 122, donc qui va dépasser normalement Thierry Henry. Voilà, toujours encore un record. Il va passer deuxième. Mais Lloris c'est surtout le nombre de capitana. Il a plus d'une centaine de capitana. Ça c'est monstrueux. Pratiquement une centaine de capitana. Ça c'est le chiffre à retenir. Il y a un autre record pour Cristiano Ronaldo avec les sélections à aller chercher, c'est le nombre de buts en sélection. Il est à 102. Il faut rappeler que Ali Daei, le joueur de l'Iran, est à 109. Donc Cristiano Ronaldo 7 buts, ça devrait bien se passer pour lui. Merci messieurs, nous on se retrouve dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout de suite. Sportez-vous bien, l'invité. Notre invité est un joueur de para-badminton, champion du monde et champion d'Europe. David Toupet disputera les Jeux paralympiques cet été à Tokyo. Juste avant, il nous fait le plaisir d'être avec nous depuis Dubaï. David, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Sportez-vous bien en direct de Dubaï, puisque vous disputez un Open international, ce qui est dans le calendrier international. Vous me l'avez dit, on va tout dire aux auditeurs hors antenne juste avant. On enregistre aussi, pareil pour les auditeurs, on enregistre l'émission. Il est 18h heure française, on est bien le lundi 29 mars, mais avec le décalage horaire, on enregistre un peu avant. Je l'ai dit en présentation, vous êtes joueur de para-badminton. Au-delà du para, pouvez-vous nous expliquer les règles dans les grandes lignes, bien évidemment, et les différences s'il y en a avec le badminton? Eh ben, le badminton est un sport de raquette, donc on a un filet qui est à 1m55 et l'objectif c'est de mettre le volant par terre de l'autre côté du terrain chez l'adversaire ou bien de lui faire une faute. On est sur un demi-terrain qu'on doit couvrir d'environ 7 mètres sur 6 mètres et la différence qu'il y a entre le badminton et le para-badminton, c'est une utilisation des zones du terrain en fonction de notre handicap. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ma catégorie qui est en fauteuil roulant, nous jouons en simple sur demi-terrain, notamment parce qu'on n'a pas de déplacements latéraux, donc ça permet d'avoir une surface à couvrir du terrain qui est, on va dire, logique en fonction de nos capacités. Puis donc il y a plusieurs catégories, mais sinon c'est le même terrain que pour le badminton, le même volant, la même vitesse, les mêmes raquettes. Voilà, c'est vraiment une utilisation différente de l'espace. Vous l'avez dit, il y a plusieurs disciplines entre guillemets selon les handicaps. Il y en a combien à peu près? Vous avez une idée sur ça? Il y a 6 catégories. 6 catégories? Voilà, il y a 6 catégories. Il y a donc 2 catégories en fauteuil avec une différence entre l'équilibre du tronc ou pas. Voilà, moi je suis dans la catégorie sans abdos.
donc sans équilibre du tronc. Mhm. Et ensuite, il y a 4 catégories debout. Il y a une catégorie debout avec atteinte au niveau du membre supérieur. Donc ensuite, il y a des catégories joueurs debout avec des atteintes en dessous du genou, qui permet de courir quand même sur grand terrain. Et ensuite, on a des catégories, une catégorie avec une atteinte au-dessus du genou. Là, on peut difficilement courir, donc on joue également sur demi-terrain. Mhm. Et enfin, une catégorie petite taille, joueur de petite taille. Vous avez eu un accident de ski en 2003, vous êtes devenu paraplégique suite à ça. Comment vous avez découvert le sport para? Alors, le para-badminton, moi, je l'ai découvert au centre de rééducation. Mhm. Il y avait des joueurs en fauteuil, notamment, qui, avec des raquettes, s'amusaient avec un filet qui avait été mis à l'occasion là par le responsable du gymnase du centre de rééducation. Et à ce moment-là, moi, je ne savais pas qu'on pouvait jouer au badminton. J'étais déjà joueur valide avant mon accident et je ne connaissais pas le para-badminton, et pour cause, parce que le para-badminton n'était pas développé en France à ce moment-là. Quand on vous a parlé du para-badminton, ça a été quoi votre première réaction de se dire ouf, entre guillemets, je peux continuer mon sport quand même? Alors pas vraiment, c'est-à-dire que moi j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau valide badminton. Hein. J'ai fait partie des équipes de France jeunes et seniors avant mon accident. Et justement, ayant fait que du badminton alors que je suis plutôt amoureux du sport en général, au moment de l'accident, j'ai trouvé que c'était le bon moment Pour changer. essayer plein d'autres sports et changer, tout à fait. Donc j'étais pas du tout parti pour faire du para-badminton. Et puis en plus j'avais un jeu très aérien, c'est-à-dire je sautais beaucoup sur le terrain. Et donc le fait de jouer en fauteuil, à la base je voyais ça limitant, alors que évidemment aujourd'hui pas du tout. J'ai découvert d'autres choses qui m'ont fait aimer encore mon sport. Comme vous avez dit, vous avez été joueur de badminton valide et ensuite en para. J'imagine que l'adaptation, elle a dû être difficile de passer d'être en fauteuil roulant et de faire ce sport. Difficile, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on redémarre un peu de zéro. Hein. Voilà, c'est un apprentissage qui est complètement différent, puisque au badminton valide, mais également au para-badminton, ce sont un peu les mêmes fondamentaux de frappe, c'est-à-dire qu'on se déplace d'abord vers le volant, ensuite on frappe et ensuite on se replace, comme tout sport de raquette. Et ben moi, forcément, il me manquait le déplacement. Sur le volant, j'ai encore la technique raquette qui va très bien, mais le déplacement a été un peu compliqué en effet. Donc, et encore aujourd'hui, hein, je progresse dans mon déplacement en fauteuil. Donc, au bout de 15 ans de pratique. Donc, on va dire que oui, le plus dur a été le maniement fauteuil. Voilà, mais bon. En combien de temps on maîtrise la discipline, le para en fauteuil? C'est très dur à dire, mais ça dépend en effet si on a déjà, enfin, dans ma catégorie en tout cas, hein, en fauteuil, je vais parler plus de ce que je connais, mais en effet, il y a le déplacement. Après, il y a aussi tout simplement le besoin aussi d'apprentissage avec un entraîneur, donc ça va dépendre un petit peu du club également, s'il y a un entraîneur formé ou qui peut apporter les bases du badminton. Mais l'avantage du badminton, c'est qu'on peut s'amuser très très vite. Et je crois que ça, c'est une clé. À partir du moment où on s'amuse, on progresse, et les fondamentaux, ils arrivent rapidement. Donc voilà, ça c'est une chance qu'on a au badminton, c'est l'accessibilité également de la pratique, simplement parce que si on rate le volant il est à côté de nous, on peut retaper dedans facilement, on court pas après la balle, et ça c'est une chance qu'on a, je pense, dans les fondamentaux aussi de notre discipline. Je l'ai dit en présentation, vous êtes champion du monde avec un Allemand et en duo avec un Allemand et champion d'Europe. Ce sont vos meilleurs souvenirs de votre carrière? J'ai beaucoup de souvenirs. C'est dur aussi de dire que ce sont les meilleurs parce qu'il y a des titres. Mais en tout cas, oui, c'est des souvenirs assez exceptionnels. J'ai eu la chance d'avoir déjà une carrière remplie, je pense, avec des chouettes rencontres.
Et voilà, donc oui, je dirais que les souvenirs, il y a les titres. Mon premier titre de champion d'Europe, il est très très important et de champion du monde également. Mais le premier, c'était mon premier de champion d'Europe. Et puis après, il y a toutes ces rencontres et le fait qu'aujourd'hui, on a une équipe complète. Avant, je me suis longtemps déplacé tout seul sur les tournois. Aujourd'hui, on a une équipe de France qui est très riche et avec des joueurs des joueuses dans toutes les catégories. Et ça, c'est des souvenirs qui sont très importants humainement. Ouais. Il y a quelque chose d'important humainement aussi, ça va être, je pense, les JO cet été. C'est l'occasion aussi de parler des sports para. Est-ce que c'est un problème pour vous d'en parler je parle du grand public, bien entendu, tous les 4 ans. Tous les 2 ans, parce qu'il y a les sports d'hiver, pardon. Alors non seulement c'est pas un problème, mais c'est, je trouve, important. En fait, on a la chance tous les 4 ans d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'on peut faire, réaliser en tant que sportif en situation de handicap, parce que évidemment on ne fait pas partie des sports majeurs, même le badminton, hein, c'est dur de rivaliser sur un plan médiatique avec d'autres sports, mais tous les 4 ans, ça permet, les jeux permettent de mettre de faire focus, de mettre focus sur notre discipline et notamment là sur les Paralympiques et montrer que on est oui des sportifs de haut niveau à part entière avec nos particularités et montrer qu'on le handicap en fait est secondaire par rapport à la performance sportive et ça c'est plutôt chouette et en parler je trouve que c'est important et donc oui moi je suis prêt pour ça pour les événements qui arrivent et les jeux notamment. Pour faire avancer le regard sur le handicap de façon plus générale, vous pensez qu'il faut diffuser plus de sports para à la télé ? Ça peut jouer, ça ? Je pense que c'est une clé qui a permis déjà de démocratiser un petit peu le sport handi, notamment avec... aujourd'hui, on a la chance d'avoir la TNT qui permet de diffuser sur plusieurs canaux et je pense que justement, sur les Jeux de Londres, de Rio, il y a eu une porte qui a été un peu ouverte là avec France Télévisions qui sera dure à refermer aujourd'hui. Et ça permet de diffuser sur les canaux, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout est diffusé aussi sur Internet. Donc, oui, je pense que le visuel est important. Montrer que moi, la première fois que j'explique à quelqu'un que je fais du badminton en fauteuil roulant, je joue, oui, au badminton en fauteuil roulant. Ceux qui ont déjà joué un peu au badminton ont du mal à visualiser, à comprendre comment je me déplace, comment c'est possible, voilà. Et alors que une simple image, 1 minute de visio et ça permet de comprendre rapidement. Et c'est vrai que voilà, moi au sein de la fédération française de badminton, m'être expliqué le para-badminton, j'ai justement fait des petits teasers qui montraient notre pratique et ça parle tout de suite. Je pense que c'est important. Vous êtes actuellement à Dubaï. C'est une répétition générale avant les Jeux Olympiques là cet été. C'est pas une répétition générale. C'est vraiment là de reprendre des repères après l'année compliquée qu'on a tous eu, qui continue encore, qui est pas simple en termes. Alors évidemment pour tout le monde, mais bon là on a dans notre métier, dans le para-badminton, enfin dans le sport pardon, de haut niveau, on a besoin d'opposition et reprendre des compétitions sans faire reprendre des événements majeurs tels que les Jeux sans avoir des petites compétitions de référence, c'est compliqué. Donc voilà, la vraie répétition, c'était justement il y a un peu plus d'1 an où on a pu faire un tournoi international au Japon. C'était donc normalement prévu 10 mois avant les Jeux, mais c'était une vraie répétition dans la salle des Jeux, avec du public, des Japonais, grande ferveur, et ça c'était une répétition qui nous a donné tous envie d'y être et qui montre que voilà, ils sont prêts à accueillir les Jeux et on espère que ça va se passer
dans les meilleures conditions possibles malgré la crise sanitaire. Il y a les JO cet été, c'est la première fois que le para-badminton sera aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a une pression particulière ? Est-ce qu'il y a déjà un objectif par rapport à ces Jeux Olympiques ? Forcément, les premiers Jeux, oui, je pense que, alors je sais pas, hein, ceux qui en font 2-3 pourront peut-être le dire, mais ça n'a rien à voir avec une autre compétition. Donc la pression, elle sera forcément là. Comment la gérer, ça c'est un peu compliqué, mais c'est un travail de tous les jours. Hein, on fait de la prépa mentale dans le cadre du sport de haut niveau. Et puis, on a tous envie d'y être. L'objectif après, il est clair. Nous, c'est d'aller chercher la médaille. On est 6 paires, 6 nations, et on a, même si aujourd'hui les favoris sont plutôt asiatiques. Les paires asiatiques, on est une jeune paire avec mon partenaire de double. On a progressé là sur l'année un peu spéciale qu'on a vécue. Ça nous a permis aussi encore de progresser. Donc oui, on ambitionne la médaille et puis on ira chercher la meilleure des couleurs, hein, si on peut. Il y a une autre pression peut-être, c'est le fait d'être champion du monde, champion d'Europe, c'est le dernier titre qui vous manque. Est-ce que ça ajoute une petite pression, on va dire une petite adrénaline en plus ? Alors c'est sûr qu'aller chercher la médaille qui manque au palmarès, ce serait la cerise sur le gâteau, le titre évidemment, parce qu'on y va pour ça, hein, on est compétiteurs. Maintenant, ça ne me met pas forcément une pression. Il y a d'autres éléments qui interviennent avant. Sujet à du stress et une pression particulière, mais pas vraiment le fait de rajouter une ligne sur mon ligne manquante. Non, pas aujourd'hui en tout cas. C'est tout le mal que l'on vous souhaite de rajouter une ligne à votre palmarès. David, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien, et nous on peut passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Défait à la dernière seconde vendredi contre l'Écosse, les Bleus terminent le tournoi destination à la 2e place. Encore une fois, juste derrière le Pays de Galles, le vainqueur pour la 39e fois, et égale l'Angleterre. Messieurs, question simple, est-ce un échec pour le 15 de France ? Mehdi ? Non. Maxime ? Non. Marek ? Non. Et Vincent ? Non. Bon, fin du débat. Et ça avait été annoncé. Par contre, on avait fait un débat il y a 15 jours où tout le monde avait dit que la France allait gagner. J'étais le seul à dire qu'il fallait quand même battre le Pays de Galles et l'Écosse, que c'était pas des nations pipo haricots là, donc gigot haricots pardon. Ouais. Donc donc ça allait être très compliqué quoi. Quand je tourne cette question de l'échec, en fait, je suis entre deux chaises pour pas dire le mot vulgaire, c'est-à-dire d'un côté, en fait, comme vous le dites souvent, Maxime, il faut se souvenir d'il y a 2 ans, on battait pas les Fidji et les Tonga, le Japon, et le Japon, fait match nul. mais que en fait, ça fait 1 an qu'on nous dit cette année et l'année prochaine. Et je me souviens qu'on a eu le débat en début du tournoi où on disait il faut gagner parce qu'il faut envoyer un message. On l'avait dit ici. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, est-ce un échec ou pas ? C'est pas un échec dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier qui est indéniable, c'est l'histoire du Covid, quoi, qui a coupé les jambes et qui a coupé la dynamique de cette équipe, qui était vraiment qui surfait sur une dynamique de victoire incroyable, qui nous proposait du jeu et que on voyait pas s'incliner contre personne. Et je pense que vraiment ça a mis un coup d'arrêt. Il a fallu aussi que certains joueurs digèrent le Covid. Il y en a quelques-uns qui ont eu des complications, des petites complications, rien de grave, mais bon, quand même, il a fallu relancer la machine. Et puis après, par rapport au match de l'Écosse, tout simplement, déjà l'Écosse, j'ai envie de dire, jouait presque dans un fauteuil. Quand vous avez une situation comme ça, vous n'avez rien à perdre face à quelqu'un qui est censé vous mettre 4 essais. Vous savez que si vous avez des ballons de récupération, il va y avoir de l'espace, et vous savez que si vous prenez le ballon, que vous le conservez, vous allez les énerver, vous allez les frustrer, et ils vont faire des fautes. Et c'est ce que l'Écosse a fait parfaitement. Donc je pense que sur un autre type de match, vraiment, en 1 contre 1, où vraiment il n'y aurait pas eu ces histoires de calcul scientifiques, je pense qu'on aurait pu les battre. D'ailleurs, si du tape, le tournant, on aurait pu les battre. Mais on le perd plus contre l'Angleterre que là. Oui, on le perd contre l'Angleterre, de toute façon. Voilà. C'est là que c'est devenu compliqué, ouais. Marek, c'est pas un échec pour vous aussi ? Non, parce que ça reste...
c'était les montagnes russes quand même. Voilà, on parle de la défaite contre l'Angleterre, ensuite cette victoire sur le bout du fil contre l'Écosse. Quand même, on a du jeu qui a été proposé. Donc il faut digérer ces petites erreurs de Dulin sur la fin, parce que c'est l'erreur d'un homme, hein, c'est pas l'erreur d'une équipe, clairement. Mais donc non, c'est pas un échec. Qui la semaine dernière avait offert la victoire face au Pays de Galles. Voilà, il faut qui a été excellent en Irlande, dans les airs, match en Irlande en plus. Il faut pas lui en vouloir à Dulin pour la simple et bonne raison. Et Gaël Ficou était invité de Stade 2 chez nos confrères de France 3 hier, où il a dit c'est pas comme en top 14 où il n'y a pas de buzzer, il n'y a pas de gong, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Donc c'est-à-dire qu'un joueur, la tête dans le guidon, la tête dans les mêlées, il n'a pas le chrono en tête. Recul, donc Dulin a récupéré, il n'a pas dû voir le chrono que s'il la mettait en touche, et puis derrière ils ont tous levé la tête. Je pense qu'ils étaient aussi de toute façon dans une spirale où depuis le début du match ils jouaient. Il fallait tout jouer. Ils ont continué à jouer tout simplement. Et on rassure les auditeurs qui suivent le rugby, avec une victoire ou avec une défaite comme c'est le cas, ça n'aurait strictement rien changé. La France aurait quoi qu'il arrive terminé deuxième, alors avec des points en plus forcément, mais voilà, au moins il n'y a pas de frustration, on parle pas d'eux et il fallait marquer des ça se joue à rien. Est-ce qu'il y a, Vincent, des améliorations ? Moi, j'ai presque l'impression que la France a, passez-moi l'expression, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, presque régressé sur le plan défensif. J'ai vu que, j'ai constaté que sur ce tournoi, alors il y a sûrement le Covid, etc., où la France prenait beaucoup d'essais, et le ratio entrée dans les 22 essais de notre adversaire est quand même assez important par rapport à l'année dernière. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Est-ce qu'il y a des améliorations ? Déjà, il y a aussi une amélioration sur l'endurance. On voit quand même qu'il y a une vraie baisse de régime en seconde mi-temps, et même on va dire autour de la 60e minute, où même l'entrée parfois tardive des remplaçants, on n'arrive pas à compenser la baisse d'énergie des titulaires. Ce qui m'a aussi le plus marqué, c'est qu'au final, j'ai l'impression d'avoir un vivier super impressionnant parce qu'au final, il y a une limite de tournois à destination. On a eu la première partie avant l'interruption avec le Covid. La France avait gagné 2 fois en 2 matchs, c'était en Italie et en Irlande. J'ai l'impression qu'il y avait clairement 2 équipes, et au final, l'après-Covid, on a l'impression que finalement, on avait 15, 16, 17 joueurs, puis qu'au final, les remplaçants n'étaient pas forcément satisfaisants ou pas au niveau des titulaires. Ce qui nous a pesé, notamment sur le deuxième match, je sais pas ce que Maxime en pense, c'est parce qu'il est beaucoup plus spécialiste, mais pour moi, les deuxièmes lignes qui manquent sur ce match-là, Villemc Leroux, c'est quand même une deuxième ligne où, pour moi, il n'y a pratiquement pas d'égal derrière. Il y a des améliorations pour revenir à la question, Maxime, par rapport à la défense, ce que vous disiez, c'est en lien. William, c'est Leroux, ça découpe de partout. C'est ça, surtout Leroux, c'est le capitaine de la défense. C'est-à-dire que Sean Edwards l'a élu comme responsable de la défense, c'est-à-dire qu'il gère les montées, qui gère les montées défensives, qui dit on se place comme ça, on monte comme ça, on fait. Et donc son absence a énormément pesé en effet. Et oui, après moi ce qui m'a marqué et qui est vraiment symptomatique d'une équipe qui est toujours en train d'apprendre et qui grandit, c'est la fameuse touche à 5 mètres de la ligne avant la mi-temps contre l'Écosse là, qu'on perd bêtement. On va chercher je crois un deuxième bloc de saut ou un fond de touche à la place de faire un premier bloc de saut et un maul et de les enfoncer. C'est ce que je vous disais, c'est une équipe, vous prenez les All Blacks ou vous prenez l'Afrique du Sud, eux ils vont pas se faire chier, ils vont pas vouloir faire une belle image. Ils vont mettre le ballon sur le premier sauteur et puis derrière le tracteur va démarrer et puis c'est fini quoi. Et ça on sait pas trop le faire encore. Puis effectivement, il y a quand même des joueurs qui. On peut parler par exemple d'Ntamak. Ntamak, les 2 derniers matchs, il les a joués pratiquement en entier. C'est le Ntamak qui est en retour de blessure. Donc ça veut dire que tu joues avec un 10 qui a un retour de blessure et qui est pas forcément très bien. Et on l'a très bien vu. Le seul, peut-être, moi, alors il a eu le Covid, c'est Antoine Dupont. Moi, Antoine Dupont. C'était ma question. Il a toujours eu des flashs, mais je trouve que dans la gestion, là où il doit progresser, pour l'instant, il ne l'a pas fait, moi, notamment sur cette fin de tournoi. Alors il a toujours son punch, il est toujours extraordinaire là-dessus, et il sera peut-être le meilleur joueur du monde dans quelques temps, mais ses progrès dans la gestion, pour l'instant on les a pas vus, et notamment moi sur le match contre les Écossais, ça m'a frappé, où on a subi au début du match, où on aurait pu garder 2-3 ballons, et il s'est empressé de jouer des passes à hauteur où il y a eu des en avant derrière. C'est son jeu qui est un peu fougueux comme ça, et qui est typique d'un demi de mêlée, on va dire, il a 25 ans je crois. Je pense que c'est vraiment le joueur qui déjà il est au top de son niveau et qui je pense va vraiment se bonifier, puisque honnêtement on peut presque, je vous dis, le comparer à Aaron Smith, qui est le demi de mêlée des All Blacks actuellement, qui est le meilleur demi de mêlée du monde. Mais il était un peu pareil, Aaron Smith, c'est-à-dire que jeune, c'était un peu le même style de jeu quoi. Il était un peu foufou, des fois il relançait des 22, il envoyait péter les avants alors qu'il était sur sa ligne des 5 mètres, ça partait dans tous les sens, et puis là maintenant on voit c'est un maestro quoi. Je pense que ça viendra avec le temps, et Dupont c'est quelque chose qui va arriver à acquérir avec l'expérience, avec l'âge. Il y a des points d'amélioration, messieurs, Vincent?
Comme ça, sans réfléchir, sur quoi vous aimeriez voir la France progresser là en 2022 et même sur le calendrier 2021, parce que l'année 2021 pour le 15 de France n'est pas terminée. Il y aurait probablement, alors à voir avec le contexte sanitaire bien entendu, une tournée en Australie avec 3 matchs en Australie en l'espace de 15 jours, et il y aurait une tournée d'automne en France avec par exemple la réception de la Nouvelle-Zélande des All Blacks. Mais là sur ces matchs qui arrivent et sur le tournoi 2022, quels sont les axes d'amélioration pour ce 15 de France? Je vais te dire de bêtises, mais pour moi, le coaching, j'aurais bien aimé que Galtier fasse peut-être tourner plus vite, ou en tout cas quand on voit quel joueur pêche, pour lui. Oui, quand on voit un joueur qui pêche, le faire sortir, tant pis, parce qu'on a vu, je sais plus quel match j'ai vu, top 14, où il y avait eu changement d'un coup. L'entraîneur, il a vu que ça fonctionnait plus. Ouais, il a craqué, il a mis tout d'un coup. Il a mis tout d'un coup, pourquoi pas? Ouais. Non, mais oui, effectivement. Ça n'arrive jusque-là, bien sûr, mais... Effectivement, la gestion de Galtier, notamment sur ce match-là, a été mais tellement surprenante quand on a vu sur le match d'après, par exemple, je suis peut-être pas partial, mais quand Jelonch est rentré contre le Pays de Galles, le punch qu'il a apporté et qui a fait la différence en fin de match, c'était pas le seul à être rentré, je sais plus qui c'est, qui est rentré en fin de match aussi contre le Pays de Galles, alors que ça n'avait pas été le cas contre l'Angleterre, et en plus ça amène à une erreur à la fin, notamment il y a Antoine Dupont qui gère mal une passe parce qu'il a joué 80 minutes, le pauvre, il a dû avaler la trompette, voilà. Cette gestion-là est aussi améliorée, parce que moi je pense qu'on a pas tous les postes, notamment en seconde ligne, je le redis, mais on a un visier assez extraordinaire. En troisième ligne, il y a quand même de quoi. Quand on tourne avec Cretin, Jelonch, il n'y a pas Cross. Voilà, il y a plein de joueurs. Les paires de centres, elles sont plutôt bonnes. Sur les ailiers, quand on a des blessés, on est peut-être un peu juste. Mais voilà, à l'arrière, Julien a fait sa place. On a 2-10, 2-9, voire 3 numéros 9 de bon niveau. Les premières lignes, elles sont très bonnes. Voilà, c'est complet. C'est ça, c'est complet partout. Sauf, je vous le dis, moi, c'est ce poste-là, moi, qui m'a surpris. Swan Rebadge, il fait ce qu'il peut sur le match de l'Écosse, mais ses premières sélections, c'est un peu juste, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. C'est quoi le plus de regrets? C'est l'Angleterre, c'est l'Écosse ou c'est le Covid? Ouais, je dirais ouais. En fait, c'est une conséquence de tout le Covid finalement, et c'est ça qui a engendré, je pense, après, loin de moi de dire qu'on aurait forcément battu les Anglais à Twickenham, mais après la dynamique est différente. La dynamique était différente. Après, c'est vrai que ce tournoi a été complètement hallucinant, quoi, puisque les Anglais ils nous battent, on va dire, en plus avec la manière, on va pas se mentir, ils nous ont bien dominés. Ils se font taper contre l'Écosse. Et ils se font taper contre l'Irlande. Excusez-moi, j'aurais presque même dit un autre mot, mais bon, ils se sont fait roaster contre l'Irlande, c'était assez étonnant même. Et ouais, non, ce tournoi était complètement fou. Et d'ailleurs, même après, quand on regardait le match en fait finalement contre le Pays de Galles, je trouve notre match contre le Pays de Galles est le résumé de ce tournoi en fait. Il est complètement hallucinant, quoi. Il y a 5 équipes de même niveau. Ouais, c'était assez intéressant. C'est pour ça que justement les matchs contre les équipes de l'hémisphère sud vont être intéressantes. Malheureusement, on va jouer l'Australie, qui est une équipe qui est en reconstruction. C'est-à-dire qui est en train d'essayer de retrouver une ossature, qui est en train de se reconstruire. Il y a des super jeunes qui arrivent, je pense à Matt Tomoua notamment, un super numéro 10. Mais après, voilà, j'aurais préféré jouer l'Afrique du Sud ou les Blacks. Voilà, ça sera en novembre, les Blacks. Ouais, il faudra attendre novembre. Ouais. Mais dit, comme vous l'avez dit, le fait que, pour terminer là-dessus, le fait que que ce soit très homogène, il y a vraiment les 5 équipes homogènes, ça met quand même la France deuxième, ça a de la gueule, pardonnez-moi l'expression. C'est ce qui nous rassure un petit peu de se dire, bon, on est deuxième dans un tournoi de destination où il y a 5 équipes du même niveau. Oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on a réussi à gratter des points là où d'autres n'en ont pas pris, et notamment les Anglais, voilà. Et puis même les Irlandais, les Écossais, voilà, qu'on est quand même allé gagner en Irlande. C'est des choses qui arrivent. C'est une chose qui arrive absolument pas souvent. Et non, effectivement, c'est bien parce que ce tournoi-là, il y a même 1 an, 2 ans, je dirais, je pense qu'on aurait été à la place du con, à la place de l'Angleterre. Ouais. Et là, on se retrouve second parce qu'on est beaucoup mieux, tout simplement. Et puis on va prendre de l'expérience pour aller jusqu'à 2023, et d'ici 2023 j'espère qu'on en gagnera au moins. Ah oui, il faut. Et c'est ce qu'il faut avant la Coupe du Monde. Pour reprendre le classement de 2021, c'est exactement le même qu'en 2020. On inverse juste l'Angleterre et les Pays de Galles. C'est tout. C'est exactement le même classement. Il y a le calendrier pour donc 2021 avec la tournée en Australie. Il y a la Nouvelle-Zélande et le tournoi des destinations 2022 avec 3 réceptions. L'Angleterre, l'Irlande et l'Italie. Enfin 2 déplacements forcément. L'Écosse et le Pays de Galles. Il y aura surtout la tournée des Lions britanniques contre l'Afrique du Sud qui est maintenue. Exactement. Il y aura le Japon également à Toulouse en novembre prochain. Merci messieurs, merci à Romain et Coraline à la réalisation. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans Sportez-vous bien, à lundi.